Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. Au moment où se termine la saison 9 d'Arcanum Fabulas, au moment où se referme l'histoire de la complainte des Bourbaki, il est temps de ralentir un instant. Pendant des semaines, vous avez suivi les pas de Victor Malvusier. Vous avez traversé avec lui les forêts de Haut-Doubs. Vous avez découvert les secrets enfuis sous la neige et sous l'histoire. Vous avez croisé des résistants, des traîtres et même un officier SS lancé dans une étrange chasse au trésor. Chasse au trésor née d'une vieille rumeur, une rumeur qui parle d'or disparu, de caisses enterrées et d'un mystère remontant à plus de 70 ans avant les événements de notre histoire. Alors, ce soir, ou aujourd'hui selon quand vous écouterez ce podcast, pour conclure cette saison, nous allons remonter le temps, revenir à la source. Car derrière la fiction, derrière les mystères et les conspirations, il y a des événements bien réels. Un épisode dramatique de l'histoire de France, une armée perdue dans l'hiver, une fuite à travers les montagnes et peut-être, un trésor perdu. Voici l'histoire de l'armée de l'Est, l'armée que l'on appelle aujourd'hui les Bourbaki. Que fais-tu là, pauvre soldat? Que fais-tu là, pauvre soldat? Je fuis la mort, belle Marie. Je fuis la mort, belle Marie. Mais j'entends déjà le bruit des pas. Et les Prussiens, j'en suis certaine, seront ici avant demain. Laissez passer, belle Maria, laissez passer, belle Maria, tous les orages et mon trépas. Je serai là, pauvre soldat, je serai là tout près de toi. Remontons le temps. Nous sommes en 1870, la France est en guerre contre la Prusse. Au début, beaucoup pensent que ce conflit sera rapide, qu'il sera glorieux. Mais très vite, la réalité s'impose. Les armées françaises accumulent les défaites. Et en septembre 1870, l'impensable se produit. L'empereur Napoléon III est capturé à Sedan. L'Empire s'effondre, Paris est assiégé, la France semble au bord de la catastrophe. Pourtant, le nouveau gouvernement de la Défense nationale refuse de capituler. Il tente une dernière manœuvre. Il crée une nouvelle armée. Une armée levée dans l'urgence, composée de soldats venus de partout, des régiments dispersés, des volontaires, des gardes mobiles, des recrues parfois à peine entraînés. Cette armée reçoit un nom, l'armée de l'Est. Et à sa tête, un général expérimenté, Charles-Denis Bourbaki. Sur le papier, la force est impressionnante, près de 100 000 hommes. Mais la réalité est plus fragile. Les uniformes manquent, les chaussures aussi, les fusils ne sont pas toujours du même modèle, et surtout, le ravitaillement est incertain. Pourtant, la mission confiée à Bourbaki est ambitieuse. Marcher vers l'Est et briser le siège de Belfort. Pendant quelques jours, l'espoir renaît, mais cet espoir va se perdre sous la neige du Jura. Nous sommes en janvier 1871. L'armée de l'Est progresse difficilement. Les combats de Villers-Sexel puis d'Héricourt sont violents.
Les soldats français se battent courageusement, mais les troupes prussiennes sont mieux organisées, mieux ravitaillées et surtout plus nombreuses. Peu à peu, l'étau se referme. Les généraux allemands cherchent à encercler l'armée française. Bourbaki comprend alors que la situation devient critique. La retraite commence. Cette retraite se déroule dans des conditions terribles, car l'hiver est glacial. La neige recouvre les routes, les températures plongent bien en dessous de zéro. Les soldats marchent pendant des heures, parfois des jours sans nourriture. Certains n'ont plus de chaussures. On raconte que des hommes enveloppaient leurs pieds avec des morceaux de toile ou de couverture. Les colonnes s'étirent sur des kilomètres. Des hommes tombent dans le fossé, incapables de continuer. Des chevaux meurent dans la neige. Les canons s'embourbent. L'armée avance, lentement. Trop lentement. Et derrière elle, les armées allemandes approchent. Voilà, nous sommes fin janvier 1871, les survivants de l'armée de l'Est atteignent le Haut-Doubs. Devant eux se dressent les montagnes du Jura, derrière eux, l'ennemi. La ville de Pontarlier devient alors le théâtre d'une scène extraordinaire. Des colonnes de soldats arrivent sans cesse, des milliers d'hommes épuisés, des blessés, des unités entières qui ne ressemblent plus à des régiments mais à des groupes de survivants. Le chaos est partout, les chariots brisés, des chevaux abandonnés, des canons laissés au bord de la route. C'est bien cet épisode que Roland Ballot conte à Victor Malusier dans le podcast. Il raconte aussi que l'armée se dirige vers la Suisse et pour cela, elle va devoir passer la Cluse. Et au-dessus de la Cluse, le château de Joux domine la Seine. C'est là que l'arrière-garde française tente de ralentir l'avancée prussienne. Mais il y a un problème de taille. Le fort est fait pour protéger la frontière. Et tous ces canons pointent vers la Suisse, à l'opposé d'où arrive l'armée prussienne. Heureusement, au pied du château, le petit plateau de la Rochette, lui, est bien orienté. On va y construire des murs de glace et on va sortir tous les canons de la forteresse pour les pointer en direction de la Cluse. Les combats sont courts mais violents, car l'objectif n'est plus de gagner, l'objectif est de gagner du temps. Du temps pour que l'armée puisse s'échapper. Et bientôt, la décision est prise. Une décision qui restera dans l'histoire. Plutôt que de se rendre aux Prussiens, l'armée franchira la frontière suisse. Le 1er février 1871, ils sont près de 90 000 soldats à passer la frontière. Ils déposent leurs armes, les Suisses acceptent de les interner. Pour ce petit pays neutre, c'est une immense opération humanitaire. Pour la France, c'est la fin de l'armée de l'Est. Voilà, tout part de ces événements. Et c'est après que la légende qui a inspiré la complainte des Bourbaki va naître dans la région. Parce que de cette retraite chaotique, quelque chose commence à circuler, une rumeur. Certains racontent que l'armée de l'Est transportait une caisse de guerre, des fonds destinés à payer le solde des troupes. Dans la complainte, nous avons imaginé que la Banque de France a envoyé des chariots remplis d'or pour mettre à l'abri l'or de la France. La légende ne va pas si loin, mais cela donne un petit peu plus de punch. Revenons à notre rumeur. L'armée de l'Est transportait de l'or, et cet or n'a jamais franchi la frontière. Quelque part entre Pontarlier et la Suisse, elle aurait disparu, abandonnée, cachée ou volée. Personne ne sait exactement quand cette histoire apparaît. Mais elle circule dans certains villages. Des noms sont suggérés. Des familles sont pointées du doigt. Dans les fermes, dans les auberges, et comme souvent, plus le temps passe et plus le mystère grandit.
Bien, voyons ce qu'en disent les historiens. Et là, ça va calmer nos ardeurs. Leur conclusion est prudente. Oui, une armée transporte toujours de l'argent, des caisses de solde, des fonds militaires. Mais les témoignages de l'époque décrivent surtout une armée affamée et désorganisée. Il est peu probable qu'un immense trésor accompagnait les colonnes. Et lorsque les soldats sont internés en Suisse, les autorités procèdent à des inventaires très précis. Armes, chevaux, matériel. Rien ne mentionne la disparition d'un trésor important. Pour la plupart des historiens, le trésor des Bourbaki, c'est qu'une légende. Mais pour reprendre la punchline d'une ancienne saison d'Arcanum Fabulas, toutes les légendes ont un fond de vérité. La retraite de 1871 fut un moment de chaos total. Des chariots furent abandonnés, des unités se dispersèrent, des soldats quittèrent les colonnes dans un tel désordre. Il est tout à fait possible que certaines caisses d'argent aient disparu, perdues, enterrées, volées, et parfois, il suffit de quelques pièces pour créer une légende. Avec le temps, une toute petite somme devient une caisse devient un trésor, et un trésor devient une histoire. C'est là que l'histoire rejoint la complainte des Bourbaki. Car imaginons, nous sommes en 1942, la France est occupée, les nazis cherchent partout des richesses cachées, de l'or, des œuvres d'or, des trésors, et un des soldats, un des généraux allemands, n'est autre que l'un des descendants du commandant de l'armée prussienne qui a occupé Pontarlier et qui, lui, a entendu parler de ce trésor. De plus, ici, les rumeurs courent encore dans les montagnes du Haut-Doubs. Les rumeurs d'un trésor disparu pendant la guerre de 1870. Alors oui, il devient plausible que ce SS, déjà informé par son père, de nouveau présent ici, s'intéresse. Qu'il cherche quelqu'un qui connaît la région, quelqu'un dont la famille avait déjà participé à cacher le trésor des années plus tôt, 70 ans plus tôt. Quelqu'un qui connaît les vieilles histoires, un notable local. Et ainsi naît cette alliance étrange entre Frédéric de Malène et Freund Greifendemmler. Une alliance contre nature, une quête dangereuse, une quête née d'une légende vieille de 70 ans. Ici, on a quitté l'histoire pour entrer dans le roman, mais toutes les scènes décrites dans le podcast que vous venez d'entendre pendant ces semaines s'appuient sur des documents réels. Ainsi, quand nous décrivons l'occupation de la ville de Pontarlier, nous avons pour cela repris plein d'anecdotes dans un livre qui s'appelle Pontarlier sous la botte et qui est paru en 1945. L'arrivée de l'armée Vlasov à la fin de la guerre a été un vrai traumatisme dans la région. Les Russes blancs se sont comportés comme des sauvages, semant la terreur partout dans la ville. Et si vous interrogez quelques-uns des anciens qui restent encore, ils vous parleront de ces soldats avec un reflet de peur au fond des yeux. Le commandant Lessing, que l'on rencontre dans plusieurs épisodes, a bel et bien un soir, alors qu'il était ivre, chanté la Marseillaise dans les rues de la ville, alors que ce chant était purement et simplement interdit. Quant à l'épisode qui retrace la libération de la ville, nous avons vraiment essayé d'être le plus précis possible, de coller aux événements tels que nous avons pu les trouver dans les livres d'histoire. Alors finalement, est-ce que le trésor des Bourbaki existe ? Peut-être, peut-être pas. Les historiens penchent plutôt pour la légende. Mais au fond, ce n'était pas si important. L'idée, c'était de vous faire revivre une époque trouble de notre histoire. Une époque où toutes les peurs avaient leur place, où toutes les angoisses pour l'avenir étaient justifiées. Et puis aussi, de chercher une continuité dans la longue ligne de l'histoire.
quoi de mieux qu'un mythe ou une légende pour cela? Les légendes ont leur propre vérité et elles naissent des souvenirs d'une époque, des peurs, des espoirs et parfois elles traversent des générations pour devenir des histoires que l'on raconte, des histoires que l'on écoute, des histoires qui nous font rêver, qui nous font peur. Alors trésor par trésor, peu importe. L'important c'est qu'au cours de ces 33 semaines, la complainte des Bourbaki vous a emporté dans ce voyage, dans les montagnes de Hoodoo, dans les neiges de 1871, dans l'occupation des années 40 et dans le mystère de l'histoire. Car au fond, le véritable trésor, c'est peut-être tout simplement ça, les histoires qu'on partage et celles que l'on n'a pas encore fini de raconter. Voilà, il nous avait semblé important de faire un petit point sur cette saison 9 qui est un petit peu à part dans Arcanum Fabulas, moins plongé dans le fantastique sans doute, mais pas d'inné de mystère toutefois. Et dès la semaine prochaine, nous changerons complètement de décor et nous plongerons dans la saison 10 d'Arcanum Fabulas qui vous amènera cette fois-ci dans un monde imaginaire, qui vous amènera dans le monde de Kiltan, le pays de la nuit éternelle, là où le jour ne se lève plus. À très bientôt et merci à tous pour votre fidélité. Que fais-tu là, pauvre soldat? Que fais-tu là, pauvre soldat? Je fuis la mort, belle Marie. Je fuis la mort, belle Marie. Mais j'entends déjà le bruit des pas. Et les Prussiens, j'en suis certaine, seront ici avant demain. Laissez passer, belle Marie. Laissez passer, belle Marie. Tous les orages et mon trépas. Je serai là, pauvre soldat. Je serai là, tout près de toi. J'effacerai ta douleur et j'adoucirai ta peur. Sache, belle Marie, que les Prussiens n'ont pas de loi. La frontière est là-bas, je la traverserai, je le dois. La belle complainte des Bourbaki, ces pauvres airs qui fuient la guerre. La belle complainte des Bourbaki, ces pauvres airs qui fuient leur terre. Que fais-tu là, pauvre soldat? Que fais-tu là, pauvre soldat? Je fuis la mort, belle Marie. Je fuis la mort, belle Marie. Mais j'entends déjà le bruit des pas. Et les Prussiens, j'en suis certain, seront ici avant demain. Laissez passer, belle Marie, laissez passer, belle Marie. Tous les orages et mon trépas. Je serai là, pauvre soldat. Je serai là, tout près de toi. J'effacerai ta douleur et j'adoucirai ta peur. Sache, belle Marie, que les Prussiens n'ont pas de loi. La frontière est là-bas, je la traverserai, je le dois. La belle complainte des Bourbaki, ces pauvres airs qui fuient la guerre. La belle complainte des Bourbaki,
si pauvre